Bonjour, aujourd'hui on va construire des merveilles, échanger des ressources et taper nos voisins dans les jeux de cartes et de civilisation. Ici, chaque carte est un élément déterminant de votre civilisation. Bâtiment, héros, leader, technologie ou alors ressources, temples, décorations et surtout merveilles. Alors les civilisations de jeux de société, en gros elles ont trois buts. Le premier c'est construire des trucs énormes mais bénéfiques. Genre typiquement des merveilles. Alors bon, il y a les 7 merveilles du monde de base, et puis on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute. En gros tout ce qui est grand, beau et impressionnant, ça devient une merveille dans un de ces trucs là. Alors du coup ça va des pyramides à Internet. On pourrait rajouter une merveille genre pour un système d'exploitation avec pas de bugs, ou alors par exemple la paix dans le monde. Ah non, non, mais ça, c'est pas le principe dans ce genre de jeu. En gros, on peut pas les choisir. Elles nous sont proposées et il va falloir s'arranger pour avoir assez de thunes pour se les payer. Et après, eh ben, nos adversaires, ils sont vénères et nous, on est bien avantagés par rapport aux autres. Car l'intérêt et tout l'intérêt d'une merveille, c'est qu'elle est unique et qu'il y a donc que nous qui pouvons l'avoir. Ou les autres, s'ils se démerdent mieux. Ben ouais, c'est logique. Il n'y a pas deux pyramides de Gizeh, ni deux super ordinateurs sentients, ni deux stations internationales spatiales. Alors, le deuxième but de toute civilisation de jeux de société, c'est gagner des points avec des trucs cosmétiques. Alors, tout le monde le sait, on mesure la réussite d'une civilisation à ses œuvres d'art, ses places, ses temples et ses bonnes œuvres. Ah, ouf, quand même. Du coup, on va chiner à la brocante de cartes, histoire de pimper un peu notre patelin, comme ça on aura des gros points. Et le troisième but, évidemment, c'est améliorer la technologie. La technologie, on va l'utiliser pour se faciliter la vie. Mais notre vie à nous, pas celle de nos citoyens. Bah oui, parce que le principe de la technologie de jeux de société, c'est qu'elle nous permet de construire plus de trucs, plus efficacement, plus rapidement, et pas du tout d'améliorer le quotidien de nos citoyens. Ah bah non, 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 si juste s'ils peuvent travailler plus vite, et ben du coup, ils travailleront plus. Ah oui, si, la technologie, elle a souvent une autre utilité, nous donner plein de points. Mais bon, en même temps, c'est le but de tout dans cette histoire. Ah oui, quoi? Il y a un quatrième but? Ah oui, oui, bah oui, il y a le fait d'être plus fort que nos voisins, histoire d'être plus balèze qu'eux et de leur péter la gueule. Ouais. Parce que, évidemment, celui qui est le plus fort en général, eh ben, il va faire chier son monde avec ses petits soldats. Et donc, du coup, on peut pas s'empêcher de s'armer jusqu'aux dents, histoire de se défendre contre lui. Ou mieux, si c'est les autres qui ont oublié un petit peu de s'armer, les cons, eh ben, c'est nous qui allons leur péter la gueule. Et dire qu'il y en a qui voudraient baisser les budgets militaires. Heureusement, c'est comme dans la vraie vie. Il y a moyen de discuter avec ses voisins, et comme ça, ils nous promettent de pas nous taper et tout, et puis ils nous tapent. Bon. Non, heureusement, c'est comme dans la vraie vie, il y a moyen d'avoir des espèces de protocoles qui interdisent à tout le monde de nous attaquer, parce qu'on a dit qu'on était neutre, tout ça. Ouais. Là, du coup, on le voit bien, au niveau carte, au niveau enjeu, tout ça, les trois jeux desquels je vais vous parler se ressemblent quand même vachement, quoi. Bon, il y a les graphismes, tout ça qui diffère, mais à part ça, la différence, du coup, elle vient de comment on va gérer toutes ces petites cartes. Alors d'abord, évidemment, il faut obtenir ces cartes. Alors soit elles sont rangées comme dans une pyramide, comme dans Seven Wonders Duel ou dans Guns and Steel, soit elles sont étalées sur une piste historique, comme dans Through the Ages. Mais la constante, c'est qu'il va falloir acheter les cartes toutes pourrites du début, histoire d'avoir accès aux cartes vachement plus efficaces qui viennent ensuite. Alors l'avantage de la pyramide, déjà visuellement c'est sympa, ça remplit bien la table et ça retire beaucoup du hasard. Du coup on va devoir vraiment anticiper pour avoir vraiment les cartes idéales au bon moment. L'avantage de la piste, c'est que déjà c'est plus simple, ça prend moins de place sur la table. Oui, quand il y a déjà plein de trucs, il ne faut pas trop s'encombrer. Et l'autre avantage, c'est que ça permet d'avancer sans l'apport des joueurs. Ouais, on retire des cartes à chaque tour et comme ça avance, ça avance, ça avance et on est obligé de se jeter sur les bonnes cartes au bon moment. Oui, parce que c'est ça le problème de la pyramide, c'est qu'on se retrouve souvent dans une espèce de stand-off où on se regarde les uns les autres et on attend que quelqu'un prenne la carte qui va permettre d'avoir accès à celle qui est vraiment bien juste après. Ensuite, qui dit construction de civilisation dit ressources. Et oui, parce que pour construire des trucs, il faut se les payer. Alors, première solution historique, impressionnante, inoubliable, le cube en plastique pour Through the Ages. C'est plus moderne que le cube en bois et sans doute moins cher à produire. C'est vraiment pratique tous ces petits cubes parce qu'il faut bien compter. Quand on a une foultitude de ressources,
Et on les accumule, on les accumule, on les empile, on les entrepose. Ça va bien pour un jeu bien long et bien calculatoire. Où on a le temps de tout manipuler et de tout installer surtout. Parce qu'installer tous ces cubes en bois, ah, on est déjà fatigué avant de commencer. Dans Guns and Steel, ils ont revisité le mana style Magic, qu'on met sur la table et qu'on engage pour utiliser. Mais ils ont un petit peu amélioré ça, parce que du coup, chaque carte a une face. Mana, bon, on le voit, c'est des ressources, hein, des trucs genre du pétrole, du fer, tout ça. Ouais, mais en gros, une phase mana et une phase active. À chaque tour, on va poser une carte face cachée côté mana, une carte face visible où on va utiliser son effet, et on va pouvoir acheter des cartes en révélant nos cartes qui sont côté face mana. Et du coup avoir leur effet qui est potentiellement actif. Ça permet de faire des combos vachement intéressants, et surtout, ça utilise une face du jeu de cartes. Une face du jeu de cartes qui d'habitude n'est jamais utilisée, qui est perdue en fait. Et du coup, on a tout le temps de la ressource en main, et ça c'est une des plaies du deck building. La ressource qu'on n'a pas en main. Mais, ah ouais, mais du coup, c'est aussi un jeu de deck building. Moi, je ferai une vidéo un jour sur les deck building, tout ça. Alors, à chaque tour, on pose des cartes, on pose des cartes, on pose des cartes, jusqu'à ce qu'on ait plus de cartes en main. Car oui, notre deck, en fait, il est entièrement dans notre main. Voilà, il y a immédiatement pas mal de variations qui sautent aux yeux, mais le pool de cartes est quand même assez limité. Donc on va voir après si on se lasse pas après quelques parties, du coup. Et bien sûr, il y a le fameux système Trademark Seven Wonders, les ressources qu'on pose et qui sont là. C'est idéal pour les parties courtes où on n'a pas envie de se faire chier à faire de la mise en place. Une fois qu'on a posé notre carte ressource, elle reste là et tous les tours, elle va nous donner du revenu. On n'a même pas besoin de compter, on ne peut pas accumuler de ressources, les autres joueurs peuvent utiliser les notes sans que ça nous pénalise. Pratique. Pratique, efficace. Conclusion, ces trois jeux qui ont un thème vraiment similaire durent finalement exactement aussi longtemps. Non, si, attendez, laissez-moi finir ma phrase. Ils durent aussi longtemps proportionnellement au temps et aux époques qu'ils décrivent. Seven Wonders Duel décrit un petit bout d'antiquité. Voilà, le monde évolue un petit peu au fur et à mesure de la partie, mais au final, on voit pas vraiment la grosse différence. À part que les bâtiments de la fin sont plus forts, ouais. Ouais. Et du coup, c'est parfait pour des petites parties de 15 à 20 minutes où on se prend pas trop la tête, soit à deux, soit à beaucoup, si on utilise son grand frère qui est pas duel, quoi. La petite faiblesse à mon goût, côté duel, c'est l'installation de la pyramide. Voilà, on a envie de prendre la boîte, de jouer. Quand on installe la pyramide, on est obligé de placer nos cartes. C'est pas très long, mais il y a des gens que ça énerve. Ensuite, Guns and Steel reprend l'histoire là où Seven Wonders l'a laissé, à la fin de l'Antiquité et jusqu'à nos jours. Évidemment, pour représenter ça, il hérite de mécaniques un peu plus velues avec du deck building, de la programmation de combos. Ouais, on a des ordinateurs, donc programmation de combos, c'est le bon terme. Des graphismes bien péchus et des parties de 2 heures denses. Through the Ages, dans son cas, il couvre l'entièreté de la période de avant l'Antiquité à après nos jours. Il fait ça en basant tout sur la thésaurisation de ressources. Il faut vraiment se construire une économie où on a des revenus à chaque tour, des dépenses à chaque tour, et on essaye de balancer tout ça pour faire des points. Il y a un monceau de cartes phénoménal qui vont nous permettre de constituer notre civilisation un peu comme une machine. On assemble les différentes pièces pour constituer quelque chose d'efficace, et à partir de là, on engrange, on carbure, et la machine à points qu'on a mis des heures à créer est enfin lancée. Oui, des heures. Alors je vous donne pas de temps spécifique, mais en gros, soit vous prévoyez une table anti-chat, où vous allez pouvoir laisser votre jeu, soit vous prévoyez rien d'autre à faire pendant la journée et la soirée après. Je vous laisse donc avec 3 choix, soit le rapide et facile et pas prise de tête, le plus long et intéressant, ou l'épique et calculatoire.